36. 36, c'est le nombre de communes que contient notre département des Hauts-de-Seine, qui a été créé en 1967. Après Paris, c'est le plus petit des départements de la France. Donc 36 communes qui ont un point commun. Comme toute la banlieue, et notamment la banlieue ouest, leur essor a résulté d'un débordement de Paris, si on peut dire, car elles se sont développées en raison de la proximité de la capitale, qui était quand même le siège du pouvoir économique, le siège du pouvoir politique, et aussi une source d'emploi. Alors les provinciaux, attirés par Paris, sont arrivés de leur province, mais ne pouvant plus s'y loger en raison du prix des logements, ils sont venus habiter la banlieue, en recherchant l'air pur et des logements donc moins chers. Alors ces communes sont quand même assez différentes, que ce soit par leur aspect, que ce soit par leur superficie, leur population, leur richesse et aussi leur ancienneté. Vous savez que le site de Nanterre était déjà peuplé au néolithique, et puis alors il y a de nombreuses communes qui sont la suite de très anciennes paroisses du Moyen-Âge, mais quand même le hameau de Villeneuve-la-Garenne n'est devenu une commune qu'en 1924. Donc très différentes, mais il y a quand même 6 communes qui ont un point commun. C'est celui d'avoir été constituées par les autorités à partir d'une ou plusieurs communes mères, dont elles ont pris une partie du territoire. Alors il y a Levallois-Perret qui a été créé à partir de Neuilly et de Clichy, Malakoff qui a été créé à partir de Vanves, Villeneuve-la-Garenne à partir de Gennevilliers, et alors celle qui nous intéresse aujourd'hui, Courbevoie, Bois-Colombes et la Garenne-Colombes qui sont nées à partir de Colombes. J'ai parlé de mère et de fille, mais je ne suis pas le premier à employer ces termes familiaux pour parler de nos communes. Car déjà, dans un ouvrage de 1937, Léandre Vaillat, qui était très très critique sur l'évolution de la banlieue, écrivait à propos de Bois-Colombes et de la Garenne-Colombes, je cite, « Le maire de l'une de ces nouvelles cités disait à peu de choses près qu'elles étaient toutes les deux filles de Colombes, deux filles bien malvenues, monsieur le maire. » Bon, on nous permettra de ne pas être de son avis. Alors on va d'abord s'intéresser à Colombes, qui est donc la mère des 3 filles, Courbevoie, Bois-Colombes et Colombes. Le bourg de Colombes, qui est très ancien, occupait la partie centrale de la presqu'île de Gennevilliers, qui est formée par la seconde boucle de la Seine à partir de Paris, que l'on nomme donc presqu'île de Gennevilliers. C'était une plaine qui avait été fertilisée par les alluvions de la Seine, qui a été longtemps peuplée par des pêcheurs, des maraîchers et des vignerons. Elle s'étendait donc entre les 2 bras de la Seine, de Nanterre à Gennevilliers. On a assez peu de renseignements finalement sur l'histoire de Colombes, sinon qu'elle appartenait à l'abbaye de Saint-Denis, qu'Henriette de France, qui était la fille d'Henri IV et de Marie de Médicis, y avait habité pendant 20 ans et y était morte d'ailleurs en 1669, que les religieuses de Saint-Cyr avaient succédé à l'abbaye de Saint-Denis, qu'elle était devenue une commune à la Révolution comme toutes les communes, et que, comme toute la presqu'île, elle avait servi de champ de bataille en 70-71, d'abord entre les Français et les Prussiens, et ensuite entre les Versaillais et les communards. Alors Colombes s'est développée, donc, normalement, sur le plan économique à partir du milieu du XIXe siècle, avec un accroissement sensible de sa population, notamment d'ailleurs en dehors du bourg. Aujourd'hui, sa population s'élève à 85 000 habitants, qui est également répartie sur tout le territoire. Alors on va voir maintenant comment cette vieille dame, très vieille dame, a eu ses 3 filles, dont l'une, Courbevoie, la première née, a atteint d'ailleurs la taille de sa mère avec 82 000 habitants, alors que les 2 plus jeunes, Bois-Colombes et la Garenne-Colombes, sont restés, si je puis dire, bien plus sveltes avec seulement 30 000 habitants. On peut remarquer d'ailleurs que si Colombes n'avait pas perdu le territoire qu'elle a abandonné à ses filles, elle serait aujourd'hui, avec 127 000 habitants, la première commune des Hauts-de-Seine, devant Boulogne-Billancourt, qui n'en a que 120 000. Mais il faut bien voir que cette autonomie revendiquée par les jeunes communes n'a jamais été accordée spontanément par la mère.
Un long combat, très long combat, bien qu'il y ait des époques différentes, bien entendu, a toujours été nécessaire. Mais ce combat présente toujours les mêmes aspects. Alors il y a d'abord les causes de cette revendication d'autonomie, c'est l'éloignement des villages par rapport au bourg central, pour aller à la mairie, pour aller à l'église. Alors que l'entretien des chemins est quand même délaissé par la mairie. Comme le note d'ailleurs avec humour la presse locale qui dit, je cite, « Des lacs se forment dans nos rues en temps de pluie, pourquoi ne pas les entretenir pour y mettre des poissons rouges ?» Il y a aussi le sentiment des habitants d'être sacrifiés par la municipalité de Colombes au profit du bourg. Les impôts qu'ils versent étant bien supérieurs aux crédits qu'ils obtiennent pour leur équipement. Et un journal local écrit par exemple « Nous payons 44% de la somme totale des impôts de la commune et c'est à peine si on nous donne le quart de notre argent pour l'entretien de nos chemins, de nos rues, dont le mauvais état est légendaire. » Mais alors, et là c'est un paradoxe, la possession par ces villages de services publics, une école, une église, une gare, un marché, est plus que suffisante pour rendre possible et justifier leur érection en commune. Et enfin, dernier argument, c'est une différence de qualité sociale entre le bourg, qui est resté longtemps rural, et les villages, qui sont quand même beaucoup plus urbains dans leur peuplement. Et un journal local, encore un, fait dire à un nouvel habitant de Bécon « Oh, je suis navré d'être venu ici acquérir une maison. Non pas que le pays ne soit pas charmant en lui-même, mais figurez-vous que je suis obligé d'aller à Colombes, dont dépend le terrain sur lequel j'ai construit, et que je suis vraiment humilié de me trouver en rapport avec des gens si bêtes. » Pour obtenir leur autonomie, ces villages vont utiliser les mêmes moyens, qui sont multiples, variés. Alors il y a bien sûr des réunions privées, des réunions publiques, il y a des pétitions, des lettres aux autorités, on constitue des commissions, on rédige des rapports, on fait des interventions à tous les niveaux politiques, alors bien sûr au conseil municipal de Colombes, où ces villages sont représentés, mais aussi à la préfecture de la Seine, au Parlement. Et tout ça s'accompagne de campagnes de presse, car il existe beaucoup de journaux locaux. Alors je signale d'ailleurs dans ce chapitre l'action des vicaires de Colombes. Le curé de Colombes avait placé des vicaires dans les 2 ou 3 villages chargés. Et ils étaient chargés de ces villages qui avaient des chapelles. Eh bien ces vicaires étaient partisans de leur autonomie. Bien sûr contre la position du curé de Colombes qui craignait là de perdre ses paroissiens et, il faut le dire, ses revenus. Mais outre l'opposition du bourg et de la municipalité, la revendication d'autonomie se heurtait surtout à l'hostilité de l'administration, qui était finalement partisane du statu quo. Pourquoi ? Par crainte de la paperasserie supplémentaire, puis peut-être d'éventuelles difficultés budgétaires des nouvelles communes. Et c'est ainsi qu'un directeur des affaires départementales s'exclamait « J'ai déjà 73 communes, je n'ai pas besoin d'en avoir 74 ». Bon, voyons maintenant comment Courbevoie a obtenu son statut communal. Courbevoie, comme vous le savez, tirait son nom curva via du tournant de la sinuosité décrite par la route de Normandie vers l'ouest dans la traversée du village. C'est là en effet qu'on pouvait passer la Seine grâce à un bac. Alors le village était occupé par des vignerons, des laboureurs, des pêcheurs, des bourgeois et aussi quelques seigneurs. Et le coteau permettait aux habitants de se réfugier en cas d'inondation. Alors une chapelle y avait été élevée en l'honneur de Sébastien, qui, comme je vous l'ai dit, dépendait de la cure de Colombes, et elle avait été élevée au rang de succursale, donc c'est l'échelon supérieur, il y a la chapelle, la succursale et l'église. Elle avait été élevée au rang de succursale en 1627. 2 événements ont entraîné le développement du village. D'abord, le naufrage d'Henri IV lors de la traversée de la Seine en bac. Son carrosse avait basculé et Henri IV avait failli se noyer, de même que la reine d'ailleurs. Alors ça, évidemment, ça a entraîné la construction d'un pont en pierre, qui a facilité bien sûr les relations entre la capitale et Courbevoie, et donc le développement de sa population.
Deuxième événement, c'est la construction de casernes pour les gardes suisses, qui ont évidemment amené de nouveaux habitants. L'essor démographique s'est accompagné, bien entendu, de celui du commerce et de l'industrie. Alors vous comprenez pourquoi, à la mort du curé de Colombes en 1779, l'abbé Hébert, qui était le vicaire de Courbevoie, a fait adresser à l'archevêque de Paris un placet, une sorte de pétition, je dirais, signée des seigneurs, du syndic, du marguillier et des habitants du village pour demander l'érection de la succursale de Courbevoie en cure et en église paroissiale. L'archevêque de Paris a fait faire une enquête dont la conclusion fut très très claire. Je cite : « Il résulte de notre information que l'église de Courbevoie est éloignée d'une demi-lieue de celle de Colombes, une demi-lieue c'est à peu près 2 km, que le village de Courbevoie renferme actuellement 2000 communiants et qu'il en a eu autant que celui de Colombes, que le village de Courbevoie, qui au simple aspect a déjà l'air d'une ville, augmente tous les jours et ne peut encore qu'augmenter par la suite, soit à cause de la construction des casernes, soit à cause de celle du pont de Neuilly, que l'église de Courbevoie est abondamment fournie de tout ce qui lui est nécessaire, qu'il y a des fondations particulières et que l'office s'y fait avec une grande décence, finalement, que tous les témoins que nous avons entendus sont unanimes à constater la nécessité d'ériger en cure et paroisse la succursale de Courbevoie. Alors, comme je vous l'ai dit, bien entendu, pour le curé de Colombes, cette opération qui allait le priver de paroissiens et donc de revenus n'était ni utile ni nécessaire. Mais il a été débouté de son opposition et le 28 avril 1784, 5 ans avant la Révolution donc, l'archevêque de Paris signa le décret érigeant comme demandé la succursale de Courbevoie en cure et en paroisse. Et bien entendu, il lui donna l'abbé Hébert comme curé. Alors Louis XVI sanctionna ce décret, le Parlement l'enregistra, l'affaire était faite. Je dois dire que le pauvre nouveau curé, l'abbé Hébert, qui a refusé sous la Révolution d'être assermenté, est mort guillotiné. Et alors à l'époque de la Révolution, comme toutes les paroisses, Courbevoie est devenue une commune. Voyons maintenant le cas de Bois-Colombes, qui lui aussi a réussi à arracher son indépendance à Colombes, mais après une lutte bien plus longue. Pourquoi ? Sans doute que le débat républicain était beaucoup moins rapide que la décision d'un roi ou d'un archevêque. Comme je vous l'ai dit, toute la presqu'île de Gennevilliers était à l'origine couverte de forêts, qui furent progressivement éclaircies pour faire face aux cultures. Il restait toutefois des petits bois qui servaient de refuge au gibier. Et c'est ainsi que l'on voit sur les anciennes cartes, au sud-est de Colombes, un ensemble appelé Bois de Colombes. Et c'est là qu'est né un village au milieu du XIXe siècle. Alors pourquoi un village ? Eh bien, il y a d'abord, à partir du début du XIXe siècle, l'attrait des Parisiens pour les plaisirs nautiques à Asnières. Il y a les bains, le canotage, les restaurants, les fêtes, les bals, tout cela au bord de la Seine, et qui entraîne, bien entendu, des promenades environnantes dans les bois. Alors cet attrait a été facilité par la création des lignes de chemin de fer. En 1837, Paris-Saint-Germain. En 1851, Asnières-Petit-Gennevilliers, qui sera prolongé jusqu'à Argenteuil. Et à Bois-Colombes en 1857. Alors un autre atout que je vous ai déjà signalé, qui jouait en faveur du nouveau village, ça a été le bas prix du terrain, qui offrait donc des possibilités de logement bien meilleures qu'à Paris, où il y avait, vous vous en souvenez, la spéculation immobilière déclenchée par l'urbanisation un peu sauvage du baron Haussmann. Et j'ai l'impression que les paysans de Colombes ont été bien contents finalement de vendre aux Parisiens des terrains qui, d'après ce qu'on sait, étaient quand même plus propices à la chasse qu'à la culture. Mais, et c'est ce qui caractérise la création de Bois-Colombes, c'est une initiative privée, dans un contexte favorable, bien entendu, qu'il faut ici saluer, avec la personnalité de M. Auguste Thiéphine. Auguste Thiéphine, c'est un restaurateur parisien qui, devant l'afflux des touristes venant de Paris et d'Asnières, dans les bois,
a eu l'idée d'acheter des terrains à partir de 1843, en haut de la rue des Bourguignons, entre les deux voies de chemin de fer dont on a parlé, pour y faire construire une auberge. Une auberge qui allait rapidement devenir renommée. J'ai d'ailleurs découvert que le maçon qui l'avait aidé portait mon nom, mais je n'ai pas encore trouvé de lien familial. Malheureusement, nous n'avons aucune vue de cette auberge, mais il y a quand même un acte de vente de 1857 qui nous l'a décrit soigneusement, avec notamment un magnifique jardin qui comprenait des pavillons, un ruisseau, des tonnelles. C'était un véritable Tivoli, comme on disait à l'époque. Alors cette réussite a évidemment attiré d'autres Parisiens qui se sont installés dans le quartier. D'abord pour le week-end, disons le dimanche, puisque le week-end n'existait pas encore, le dimanche, ensuite pour les vacances, et puis, même travaillant à Paris avec le chemin de fer, ils ont pu séjourner à Bois-Colombes et aussi y prendre leur retraite. Et c'est donc à juste titre que la municipalité de Bois-Colombes, près d'un siècle plus tard, a fixé à cet endroit le lien originel de la commune. Et le plan cadastral de 1853 nous montre déjà plusieurs maisons à partir de la rue des Bourguignons, dont notamment tout en haut celle d'Aymar-Bression, qui va demander en 1856 à la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest l'ouverture d'une gare au bois de Colombes, sur la ligne donc Asnières-Petit-Gennevilliers. La compagnie a d'abord refusé, car elle invoquait le manque probable de rentabilité de cette station du petit village. Et il a fallu que les habitants du village se cotisent et contribuent à hauteur de 3 000 francs aux frais d'installation de la gare, qui sera finalement ouverte le 1er novembre 1857 et qui dépassera bientôt en affluence celle de Colombes. Et c'est au cours du banquet organisé à l'occasion de l'ouverture de cette gare qu'Aymar-Bression, dans son discours, a commencé à envisager et à souhaiter l'autonomie du village du bois de Colombes, alors que celui-ci n'avait encore qu'une centaine d'habitants. Mais il va falloir 36 ans de combat pour l'obtenir. Alors il y a eu évidemment la période troublée de la guerre 70-71, mais cette revendication d'autonomie s'est manifestée après, avec la constitution d'une commission d'initiative et l'envoi d'une pétition au préfet de la Seine en 1876. Alors le préfet, après enquête auprès des maires de Colombes et d'Asnières, qui, comme vous le pensez, étaient violemment hostiles, le préfet a lancé la procédure administrative, mais qui allait durer 20 ans. Bon, il serait trop long et fastidieux de rapporter le détail de cette procédure, mais je crois qu'il semble plus intéressant de revenir sur les arguments qui ont été échangés par les protagonistes à l'occasion de ce qu'on a appelé une nouvelle guerre de Troie. Comme je vous l'ai dit, le premier argument des séparatistes, comme à Courbevoie, c'est l'éloignement du village par rapport au centre de la commune. Il y a en effet un bon kilomètre, je dirais, entre l'église de Bois-Colombes et celle de Colombes. Et, comme on l'a dit, c'est cette situation périphérique du village qui entraîne son sous-équipement et son manque de viabilité, alors que son apport au budget est significatif. Alors évidemment, les adversaires des séparatistes, ceux qui sont à Colombes, opposent la faiblesse des ressources communales, qui est quand même réelle, la nécessité d'équiper le centre avant la périphérie, et puis, comme je vous l'ai dit, la situation quand même déjà enviable de ces villages qui possèdent un réseau de voies assez dense, églises, écoles primaires, bureaux de poste, marchés publics, etc. Et vous savez que les séparatistes sont d'ailleurs les premiers à se vanter de cette situation qui justifie, selon eux, leur ambition d'être érigée en commune. Je reviens un peu sur l'argument des séparatistes, c'est-à-dire la différence sociologique des populations, qui oppose aux paysans et vignerons de Colombes les Parisiens qui sont, dans l'ensemble, des rentiers, des commerçants, des artisans, et surtout, ça on insiste beaucoup là-dessus, et surtout des artistes. Alors c'est un argument qui était peut-être juste au milieu du siècle, mais qui a perdu progressivement sa valeur, car le recensement de 1890 montre qu'avec l'arrivée du chemin de fer et l'essor démographique,
les deux communes ont une composition assez voisine. Bon, mis à part le fait, évidemment, qu'il y a toujours une forte proportion d'agriculteurs à Colombes. Aussi, le jugement de l'historien local, M. Kénéen, me semble quelque peu abusif quand il dit « là-bas, c'est-à-dire à Colombes, on cultivait. Ici, c'est-à-dire à Bois-Colombes, on était cultivé. Comment aurait-on pu s'entendre ?» Un autre point difficile à traiter a été celui des conséquences financières d'une éventuelle séparation. Est-ce que Bois-Colombes aurait les moyens de son autonomie? Est-ce que Colombes allait souffrir de cette amputation budgétaire? Je dois dire que même quand on les regarde de très près, toutes ces hypothèses qui ont été financières, qui ont été envisagées par les protagonistes, permettent d'arriver à des conclusions tout à fait opposées. Alors l'histoire va trancher, va montrer finalement que cette séparation n'a entraîné aucun désastre financier pour les deux communes. Le dernier point du problème, et c'est peut-être ce qui a longtemps retardé la solution, c'est celle du territoire à attribuer à la future commune. Asnières s'est opposé victorieusement à toute cession, alors que, vous le savez, le quartier de la rue des Bourguignons était quand même tourné plutôt vers Bois-Colombes. Colombes a dû accepter d'abandonner, mais le minimum de terrain. Alors plusieurs formules ont été proposées, discutées, repoussées, etc. Et finalement, les séparatistes de Bois-Colombes ont dû accepter une superficie moyenne, mais irrégulière, je dirais même biscornue. Car en effet, par la faute d'Asnières, le cœur de Bois-Colombes, c'est-à-dire la mairie, le marché, l'église et la gare, est situé à une extrémité de son territoire. Et la rue la plus commerçante, la rue des Bourguignons, finalement, est partagée entre deux communes. Alors on peut se demander si ce combat a une signification politique. Il est permis d'en douter, car lors des élections, les différents candidats, toutes couleurs confondues d'ailleurs, utilisent le séparatisme comme argument électoral, qu'ils en soient partisans ou adversaires. D'ailleurs, rien ne les empêche d'en changer au cours de la campagne. Alors bien sûr, les séparatistes ont été soupçonnés de vouloir une nouvelle commune pour en être élu conseiller municipal, maire, voire curé. Il semble que l'abbé Collignon, qui était vicaire à Colombes, ait usé de ses relations politiques pour favoriser la séparation. D'ailleurs, il sera le premier curé de Bois-Colombes en 1897. Bon, quand Bois-Colombes a été finalement séparé de Colombes et érigé en commune, son développement était déjà bien achevé, puisqu'elle disposait, comme on l'a vu, grâce à l'initiative et à la contribution de ses habitants, elle disposait d'une gare, d'une église, d'une école, d'une poste, d'un marché, d'un temple, d'une association philotechnique, et aussi de petites entreprises, de commerces et de fermes. Il y avait encore des fermes. Et c'est donc par une loi de 1896 que Bois-Colombes est devenue une commune. À l'époque, elle a 10 500 habitants. Son premier maire sera M. Auguste Moreau, qui était ingénieur de centrale. Bon, il ne restera, mais ça sera encore une lourde charge, il ne restera au Conseil que de donner à la nouvelle commune une mairie qui a été installée longtemps dans les locaux de l'école publique, un cimetière qu'on a installé dans l'ancienne redoute d'Asnières qui avait été achetée par Bois-Colombes, un bureau de bienfaisance, une compagnie sapeurs-pompiers, le tout dès la première année, dès 1896. Mais voilà qu'encouragée par la victoire des séparatistes à Bois-Colombes, la guerre d'indépendance de la Garenne-Colombes va reproduire, une vingtaine d'années après, celle de la nouvelle commune. Elle en diffère toutefois, car la naissance du village, qui résulte là aussi d'une initiative individuelle, ne s'est pas faite de façon, je dirais, quelque peu anarchique, comme le village de Bois-Colombes, mais dans le cadre d'un lotissement soigneusement étudié et réalisé complètement. D'ailleurs, ce fut un argument supplémentaire pour les séparatistes, puisque la Garenne avait des limites naturelles. En effet, la Garenne, c'était à l'origine un enclos boisé, avec des lapins évidemment, qui datait du Moyen-Âge et qui entourait un petit château. Alors, comme je vous l'ai dit, après avoir appartenu à l'abbaye de Saint-Denis puis aux dames de Saint-Cyr, elle a été achetée par un couple, un frère et une sœur, les Rubichon, qui ont lancé ce lotissement en 1823, mais sans rencontrer le succès qu'ils espéraient. Ce projet a toutefois été repris en 1834 par la famille
l'Aigle Sartoris, et ça s'achèvera vers la fin du siècle. Et alors c'est cette origine qui explique la physionomie actuelle de la Garenne, que vous connaissez bien, avec ses grandes avenues quadrillant le territoire, avec sa place et son église. Une église car les promoteurs du lotissement avaient réservé dès 1865 un terrain pour l'emplacement de cette église, où ils avaient fait construire une chapelle qui a été inaugurée en 1875. Alors évidemment, ils ont demandé sa consécration en église, et ils se sont heurtés à l'opposition du curé de Colombes, pour les raisons que vous connaissez. Et alors après de nombreuses pétitions, tant auprès du préfet que de l'archevêque de Paris, ils ont obtenu satisfaction, tout au moins, en ce qui concerne la chapelle, qui en 1907 est devenue une paroisse. Le vicaire, qui était l'administrateur provisoire, en devenant le curé. Alors, comme Bois-Colombes, le village s'est développé grâce au chemin de fer. Et c'est d'ailleurs la première velléité d'indépendance de la commune, remonte à 1870 avec une pétition qui, en même temps, réclamait l'ouverture d'une gare et l'érection du village en commune distincte de Colombes. Et la tactique des Garennois va être de réclamer des mesures pour améliorer l'équipement du village en laissant planer la menace de la séparation. Et à partir de 1996, c'est donc l'érection de Bois-Colombes qui va servir d'exemple aux séparatistes de la Garenne. Le maire de Colombes, Pierre Geoffroy, qui avait été élu en 1898, a réussi, si je puis dire, à enterrer l'affaire pendant une dizaine d'années. Mais les conseillers municipaux, qui représentaient la Garenne-Colombes, vont adopter avec succès la politique de la chaise vide en démissionnant périodiquement, pour être d'ailleurs aussitôt réélus, et surtout en refusant de participer aux travaux du conseil municipal. Alors, je ne reviens pas là-dessus, les arguments des séparatistes sont les mêmes qu'à Bois-Colombes: sacrifice des Garennois au profit du bourg, éloignement du centre administratif, équipement digne d'une commune, et bien sûr, manque d'homogénéité entre les populations de Colombes et de la Garenne. Bon, vous connaissez les réponses des adversaires, ce sont exactement celles que nous avons vues pour Bois-Colombes. Mais l'opiniâtreté des Garennois va finir par l'emporter. Et les autorités, par une loi du 2 mai 1910, vont accorder l'indépendance à la Garenne-Colombes. Mais attention, sans la petite Garenne, c'est-à-dire la fraction du territoire du village qui était au nord de la voie de chemin de fer Paris-Saint-Germain. La commune a 14 500 habitants. Son premier maire va être Jean Bonal, un négociant en vin. Et là encore, contrairement aux prédictions de Colombes, cette séparation n'a pas eu de conséquences financières désastreuses pour les deux communes. Donc, un siècle après, nous pouvons constater que Colombes, Bois-Colombes, la Garenne-Colombes et Courbevoie se sont développés sans problème, tout en conservant, je crois, leur personnalité, et surtout finalement en maintenant de bonnes relations entre elles, quelle que soit la couleur politique de la municipalité. Mais, je vais finir là-dessus, Courbevoie, Bois-Colombes et la Garenne-Colombes ne sont pas les seules communes à être nées à partir du démembrement d'une ancienne ville. On peut citer dans notre département des Hauts-de-Seine le Valois, Malakoff et Villeneuve-la-Garenne. Alors très rapidement, le Valois. À Le Valois, deux hameaux existaient sur la plaine. Il y avait Villiers-la-Garenne sur la commune de Neuilly et Courcelles sur la commune de Clichy. Un premier lotissement a été lancé en 1822 par un riche propriétaire qui s'appelait Jean-Jacques Perret, mais il a échoué là aussi. Et il a été repris par Eugène Levallois, et cette fois, ça aboutit à la formation d'un village qui s'est développé là aussi grâce au chemin de fer. Et c'est la loi du 1er janvier 1867 qui a créé une nouvelle commune à partir des anciens hameaux de Villiers-de-Courcelles et des lotissements de Champéret et Levallois. Et cette nouvelle commune s'appellera, en rappelant les deux fondateurs, Levallois-Perret. Ça rappelle aussi Champéret, qui était le champ pierreux. Deuxième commune, Malakoff. À Malakoff, en 1845, un lotissement avait été lancé par Alexandre Chauvelot sur un territoire qui s'étendait à la sortie de Paris, sur le plateau de Vanves. Le plateau de Vanves a été longtemps champêtre et il était boisé avec des carrières qui fournissaient les pierres nécessaires à la croissance de Paris.
Voilà que dans ce lotissement est créé un parc d'attractions qui s'appelle la Nouvelle-Californie, dont le fleuron est la reconstitution en plâtre de la fameuse tour de Malakoff, tour qui avait été prise par les Français en 1855 lors du siège de Sébastopol pendant la guerre de Crimée. Et en 1883, en même temps que s'ouvre la station de chemin de fer Vanves-Malakoff sur la ligne Paris-Versailles, une nouvelle commune, Malakoff, est créée donc à partir de celle de Vanves. Villeneuve-la-Garenne. Alors que, comme on l'a vu, la Garenne-Colombes, le Valois-Perret, Malakoff sont issus d'un lotissement, Villeneuve-la-Garenne, comme Courbevoie et Bois-Colombes, est un village, un vieux village qui s'est développé progressivement. Villeneuve-la-Garenne, à l'origine, c'est un hameau de pêcheurs qui s'étend le long de la boucle de la Seine, au nord. C'est un quartier de Gennevilliers, éloigné là aussi du centre, mais qui va profiter à partir de 1834 de la construction de 2 ponts sur la Seine, qui va la relier à Paris, et du développement des loisirs nautiques, comme à Asnières, le canotage, les fêtes, les guinguettes, les bals. Aussi, après la Première Guerre mondiale, pour les raisons que nous connaissons bien, ce village va réclamer son autonomie, qui lui sera accordée en 1929 seulement. C'est la plus jeune des communes des Hauts-de-Seine. Je crois qu'on peut saluer en passant la mémoire de tous nos concitoyens qui se sont battus vraiment avec acharnement pour obtenir la création de nos communes. D'ailleurs, de nombreuses rues, comme vous le savez, portent leur nom. J'ai dit que le Valois et Perret avaient réussi à donner leur nom à leur commune, alors que Thiéphine n'a pas réussi. Mais nos séparatistes sont quand même largement honorés à Bois-Colombes. Il y a Villa du Forêt, la rue Auguste Moreau, rue Charles-Chesson, rue Mertens, etc. Et de même, parmi les fondateurs de la Garenne-Colombes, vous avez les rues qui portent le nom de l'Aigle, Sartory, Janin, Comté, etc. Alors attention, à Courbevoie, il y a une rue Karl Hébert, mais qui ne fait pas du tout référence aux prêtres à l'origine de la paroisse et donc de la commune, mais à 2 sapeurs-pompiers qui sont morts pendant la commune. Et en ce qui concerne Bois-Colombes, on peut regretter que rien n'évoque la mémoire d'Aimar Bression, qui est quand même le précurseur de cette commune. Bon, il nous reste à voir maintenant, si vous voulez, en matière de conclusion, très rapidement, ce que sont devenues ces communes et quel peut être leur avenir. Comme vous le savez, toutes ces communes se sont développées au fil des années. Et sur le plan social, ces communes, comme tout l'ouest parisien, ont connu un net embourgeoisement, je dirais, avec l'afflux des cadres chassés de Paris par la hausse du coût du logement et attirés par l'air pur, par ce qu'on appelle l'aspect village, qui est revendiqué par les édiles. Mais alors que devient cette autonomie acquise durement par nos communes? L'autonomie, ça suppose à la fois compétences et finances. Le problème, c'est que la commune se trouve à la base d'un véritable millefeuille, puisque compétences et finances sont partagées entre de multiples structures. Il y a la commune, il y a l'intercommunalité, il y a le département, il y a la région. Et voilà qu'à ce millefeuille, 2 lois en 2013 et 2015 sont venues rajouter une nouvelle couche, la métropole du Grand Paris et ses 11 établissements publics territoriaux, ce qui rend la répartition des compétences, vous en doutez, encore plus compliquée. D'ailleurs, la mère et ses 3 filles se trouvent séparées dans cette nouvelle structure. Colombes et Bois-Colombes appartiennent au territoire boucle nord de la Seine, Courbevoie et la Garenne appartiennent au territoire Paris-Ouest, la Défense. Alors c'est une création qui vise à rationaliser et optimiser l'action des différentes collectivités locales, ainsi qu'à assurer une certaine solidarité entre elles. Mais elle vient seulement d'être mise en place et il est donc bien difficile de juger de son efficacité. Mais il ne faut pas se cacher quand même que toutes ces nouvelles orientations ne peuvent que diminuer le rôle et le pouvoir des communes. Compétence ne va pas sans finance. Or, l'État a tendance à reprendre aux communes le droit de lever des impôts. Et comme le dit le maire d'une commune voisine, je cite, « taxes d'habitation, foncier bâti, etc. Notre fiscalité est en train de disparaître. Nous assistons à une nationalisation des finances locales. » Et nous pouvons donc craindre que nos communes ne soient bientôt plus que de simples arrondissements
noyés dans un grand ensemble, dont leurs maires n'auront plus, selon l'expression bien connue du général de Gaulle, qu'à inaugurer les chrysanthèmes. Bien sûr, lorsque nous évoquons nos communes, nous sommes loin de l'image traditionnelle du petit village de campagne, serré autour de son église, avec sa mairie, son école, sa place, sa fontaine, son café-épicerie. Bien sûr aussi, lorsque nous nous promenons, nous passons facilement d'une commune à l'autre sans nous en apercevoir. Mais il n'empêche quand même que chacune de ces communes a son histoire, son originalité, sa personnalité, qui explique peut-être pourquoi nous nous y sentons bien. Personnellement, je serais triste si la commune où j'ai passé ma vie, où j'ai appris à lire, où je me suis marié il y a 60 ans, et dont j'ai été quelques années conseiller municipal, si ma commune devait disparaître au profit de la capitale et s'effacer des mémoires. Nous ne pouvons sans doute pas grand-chose contre cette évolution, mais il nous appartient quand même d'honorer nos communes en connaissant et en faisant connaître toujours mieux leur histoire. C'est d'ailleurs l'objet de notre association qui s'appelle les Amis de l'Histoire de Colombes, Bois-Colombes et la Garenne-Colombes, à laquelle, bien sûr, je ne peux que vous conseiller d'adhérer. En effet, explorer le passé, c'est éclairer le présent et préparer l'avenir. Comme disait le grand philosophe Ernest Renan, il serait à désirer que chaque pavé eût son histoire.